Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Allo Mélenchon, un numéro exceptionnel en direct de l'Assemblée nationale puisque nous avons aujourd'hui notre niche parlementaire et on va longuement en parler. T'as une niche parlementaire toi aujourd'hui? Une niche? Moi j'avais pas de niche, c'est toi qui avais une niche parlementaire. Non, une niche. Dans laquelle on a défendu plusieurs de nos propositions, on va en parler. Je co-anime cette émission avec Clémence Guettet, la responsable du programme, et qui, dans cette occasion, est surtout la secrétaire générale à l'Assemblée nationale. Bonsoir Clémence, bonsoir Jean-Luc. Était? Tu l'as vu? Si, je le dis encore. Tu l'as encore. T'es toujours? Oui. Je suis jamais au courant de rien, moi. On me cache tout, on me dit rien. Bon Jean-Luc, alors, cette journée de niche parlementaire. Aujourd'hui, on avait 9 textes à l'ordre du jour. C'est quand même une journée importante pour nous. C'est une fois par an seulement que ça a lieu. Et puis cette année, c'est une année de campagne présidentielle. Donc on avait poussé des sujets qui, pour nous, sont importants. Oui. Tu étais, toi, en plus, rapporteur directement sur une loi, sur la loi sur le blocage des prix. Donc comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui ? Non, mais d'abord, commençons par dire une chose, parce que les orateurs de la majorité LREM se croyaient tous bien inspirés de dire nous osons penser que c'est à cause des élections. Bah si, du genou, c'est à cause des élections. Il n'y a pas de honte à être électoraliste. Il n'y a pas de honte à faire campagne. Oui. Alors comme c'est une campagne, donc on s'est bien marré parce qu'on leur répondait ça. Ils étaient tout bêtes, ils ne savaient plus quoi dire quand ils arrivaient sur ce sujet. Parce que oui, c'est pas une honte de faire campagne et de défendre des idées. Donc tous les thèmes qu'on a choisis, on les a choisis en pensant qu'on était en campagne, hein, et que donc il fallait qu'on mette en avant des sujets qui fassent réfléchir, qui fassent parler, qui... Bon, voilà. Alors moi j'avais un texte, et bon, comme je suis en même temps en campagne présidentielle, je dois dire que j'ai bénéficié de l'aide d'un bon camarade qui est Hugo Bernalicis, qui est député du Nord. Alors lui, il a fait le rapporteur pendant la période où le texte était en commission et discuté en commission. Là, moi, je faisais chef de file, c'est-à-dire je faisais l'intervention générale. Et puis quand on est arrivé en séance plénière, pour que j'ai un peu plus la parole, et que, bon, on compte aussi sur moi pour intimider tous les autres, on a changé les rôles. C'est-à-dire que je suis devenu le rapporteur du texte, et lui, il est devenu le chef de file. Alors, je vous raconte tout ça pour que vous sachiez comment ça se passe, quoi. C'est un travail de faire tout ça. Et donc, moi, d'abord, ça m'a énormément amusé parce que j'ai eu... Alors, mon texte est sur le blocage des prix. Oui. Alors, bon, c'est un sujet d'actualité, les gens ne peuvent plus, les prix augmentent. Enfin, bon, je ne vous fais pas l'article. Vous n'avez qu'à regarder les extraits pour voir. Mais alors, j'ai eu droit à tous les poncifs de la bonne conscience libérale. Le Venezuela. Comment vous allez, c'est votre idéologie, vous voulez supprimer le marché. Alors évidemment, il ne se faisait que torcher tout le long parce que je dis mais comment ça, mais fixer tous les prix, c'est vous qui le faisiez de 1936 à 1986. Moi, j'ai jamais fixé le prix de rien du tout. Alors évidemment, c'est assez gênant pour eux. Après, on leur a dit mais c'est une mesure d'urgence, vous confondez tout. Vous ne pouvez pas répondre que vous allez régler ça dans le long terme. C'est maintenant que les gens doivent acheter des pâtes et mettre de l'essence dans leur voiture. Donc c'était assez drôle. Puis alors après, il y a toujours les petits rigolos qui croient qu'ils vont me coincer parce que je suis un homme de gauche et que bon, je connais rien à l'économie. Eux, ils sont vachement savants, ils connaissent tout, mais pas de bol. Si j'ai une formation d'enfer en matière d'économie qui m'a été donnée par les militants syndicalistes et par les trotskistes dans ma folle jeunesse, et donc bon, c'est eux qui vont dans le fossé, c'est pas moi, quoi. Alors voilà, on a eu droit à Venezuela. Exactement ce que j'allais dire. Ils ont refait le truc de le Venezuela, etc. Et toi, tu as répondu en disant oui, il y a juste une petite différence, c'est qu'au Venezuela, il y a un embargo. Il ne nous aura pas échappé qu'il y a une différence avec la France. Ah ouais, il n'était pas bien, le collègue. Oui, il ne savait plus quoi dire. Ouais, c'était pas mal. Mais ça, c'était intéressant. Mais le beau moment de la matinée, parce qu'on a fait toute la matinée avec 2 textes, on a attaqué le 3e dans la matinée, c'est que... Je crois qu'on l'a voté dans la matinée, le 3e texte, celui de Corbière. Non, juste à la reprise. À la reprise, d'accord. Ouais. Moi, j'y étais plus là. Je vais expliquer pourquoi. Parce que... Mais bon, donc, le beau moment, c'était la proposition de loi, de résolution sur l'endométriose. Mais j'imagine que vous en avez peut-être déjà parlé ou que ceux qui nous regardent, ils savent un peu de quoi il s'agit. Il y a des gens qui posent des questions. Sur le sujet. Vas-y, alors ça, c'était beau parce qu'à la fin, on a gagné. C'est ça. Il y a des gens qui demandent combien de textes sont passés, combien ont été votés, et il dit l'endométriose seulement, une victoire, mais... Ouais, l'endométriose, c'est énorme pour nous d'avoir obtenu ça.
Alors, si vous voulez, bon, tout le monde sait qu'on a ce texte dans la niche. Les macronistes avaient, il y a un an, fait des mouvements d'épaule, ils allaient s'intéresser à la question et tout, puis comme le reste, quoi, c'est-à-dire qu'ils parlent et puis ils font rien, quand ça concerne la vie toute simple des gens et que ça coûte des sous. Alors, ils n'ont rien fait, et nous, on décide en groupe, hein, si vous voulez, chacun d'entre nous reçoit un texte à défendre ou autre, mais il faut savoir que c'est très collectif. La préparation, parce que c'est tous des textes qui viennent du programme, qui viennent de différentes batailles dans lesquelles on est co-signataire, souvent de tribunes, de textes de ci, de là. Alors on répartit. Et Mathilde Panot, notre présidente, à la fin, le dernier mot, c'est elle qui dit bah, c'est toi, puis c'est toi, puis c'est toi. Bon, en général, on fait ce qu'elle nous dit. Et puis, donc, elle nous a réparti tout ça. Mais je veux dire, tout le groupe était là, chaud, bouillant sur cette histoire d'endométriose. Et puis, ça fait. Donc c'est d'abord passé en commission il y a une semaine, donc tout le monde savait. Et tout d'un coup, coucou surprise, Macron un matin se lève et commence à dire qu'il va faire un grand plan sur l'endométriose. Alors on était tous à se dire, bon, pourquoi ils font ça? Comme d'habitude, pour ne pas voter notre texte, et dire, ah mais non, mais nous on a une politique géniale, donc vous êtes des rigolos et tout ça, enfin c'est ce qu'ils nous font d'habitude. Ou bien, alors au dernier, comme ça s'est avancé, on s'est dit, non, non, ça sent bon, ils ont l'air de vouloir le voter eux aussi, hein. Alors, ce qui compte, c'est de faire voter. Hein. C'est surtout pas de provoquer, d'avoir des mots exagérés qui les auraient empêchés de voter. Parce que l'affaire, c'est que l'endométriose, c'est une torture pour les femmes qui le subissent. Et bon, vous avez entendu peut-être les arguments. Une femme, elle met environ 7 ans avant qu'on diagnostique sérieusement qu'elle a une endométriose. C'est une maladie qui est incapacitante, qui fait horriblement souffrir. Et qui, des fois, provoque par contagion dans tout le corps comme vous diriez, des verrues, quoi, hein, à l'intérieur du corps. Donc c'est épouvantablement douloureux, ça rend infertile, bien des fois. Donc c'est quelque chose qui est une torture pour la femme, qui est un martyr pour le couple, et puis qui frappe la famille, parce que, bon, bah, à la fois, des fois, de famille, il n'y en a pas, tout simplement, parce que c'est pas possible. Ou bien il y a une famille, mais le moment où la maman est dans la crise d'endométriose, bah, elle peut rien faire, quoi, tout simplement. Et donc ça affole, ça fait peur, parce que c'est très douloureux. Quand ça arrive au stade suprême de la douleur, ça s'apaise avec de la morphine. Bon, la morphine, ça arrange pas non plus. Hein. Bon, donc c'est quelque chose de... Et puis c'est une maladie féminine. Par conséquent, elle est reléguée. Bien sûr. Alors, on dit aux filles quand elles sont malades, ah, tu t'écoutes trop, oui, oh, t'as mal, ben, c'est normal d'avoir mal. Bon, et on ne prend pas du tout la mesure de l'énormité qu'est cette maladie. Alors maintenant, tout ce qui fait avancer cette affaire est bon. Donc pour nous, avant tout, il fallait que le texte soit adopté. Alors on était fin contents quand ça s'est fait. Clémentine Autain a très bien défendu le texte, elle l'a fait avec beaucoup de tact, beaucoup d'intelligence de situation, et ça a convaincu. Donc là, nous, on n'a pas voisé. Alors après, c'était moi, donc il fallait qu'ils prennent leur revanche. Le diable en personne était là. Donc alors là, non, c'est pas passé du tout le texte. Ils ont voté contre tout, supprimé tous les articles, il ne restait plus rien. Mais on a pu présenter l'idée et leur montrer l'ineptie de leur réponse. Alors évidemment, les pauvres, ils sont bêtes parce qu'ils nous cherchent sur des terrains où ils ne peuvent pas gagner. Ils viennent sur l'explication économique, on les torche, parce qu'on dit, bah oui, il y a deux visions du monde, vous êtes libéraux et pas nous. Bon, donc on vous explique pourquoi notre système marche, parce que c'est quand même un comble. Ils disent, vous allez déclencher des pénuries, etc. On dit, mais attendez, vous n'avez pas tout bien compris, les pénuries, c'est maintenant, avec votre truc. Hein, pénurie de logements et tout, c'est pas moi qui l'ai provoqué avec le blocage des prix. Donc là, ils étaient mal. Après se croit maline, la ministre, en disant, oui, mais ça a été un échec complet. La loi sur le maximum pendant la Révolution, pas de bol, mais on est féru d'histoire, donc on lui a cloué le bec, on lui a montré que non, ce qui n'avait pas marché du tout, c'est quand ils l'ont levé. Le maximum, ça a provoqué un désordre épouvantable. Et puis après, l'autre truc, c'était... enfin bon, je ne vais pas vous passer tous leurs arguments. Sur la suite de ta journée, il y a des gens qui te demandent, il y a 1137 qui dit, alors Jean-Luc, elle n'était pas belle notre grève aujourd'hui, notre manif aujourd'hui. Et il y a Franz Alsace qui dit, avez-vous traité Blanquer de crétin aujourd'hui? Demande comment ça s'est passé. Non, alors je vous raconte comment ça s'est passé. Donc on m'a dans ma feuille de route, il y avait le fait qu'on devait être
présent à la manif, parce que c'est la première fois qu'il y a autant de syndicats qui appellent et tout ça. Puis honnêtement, moi c'est ma famille politique, et puis aussi ma famille au sens un peu plus large, que vous savez que j'ai été ministre de l'enseignement professionnel, ma maman était institutrice, si vous voulez, le monde de l'éducation, c'est mon monde, quoi, un peu, beaucoup même. Alors toc, j'y vais. Évidemment, il faut partir de l'Assemblée nationale, arriver là-bas. Entre-temps, j'avais un casse-croûte dans mon bureau avec Michael Fossel, qui est un philosophe, qui m'a amené son nouveau bouquin, que vous ne l'avez même pas, parce qu'il n'est pas encore en librairie. Il n'est pas encore en vente. Donc moi, j'ai l'exemplaire, vous savez. C'est sur quoi? Ouais, dédicacé. Oh. Alors, on a discuté tous les deux, parce qu'on se comprend très bien. Puis moi, j'adore, quoi, parce que je gagne du temps. Le gars, il me raconte un raisonnement philosophique, je suis d'accord, poum, ça y est, j'ai tous les arguments. Donc, c'était vraiment super. Lui, c'est un super gars parce qu'il était prof de philo. Puis alors, vous voyez, disons que philosophiquement, il est, comment on va dire ça avec précaution, assez proche des insoumis. Hein. En tout cas, dans les soumissions, il y est. Alors, le gars, il était prof de philo à Polytechnique. Alors, vous imaginez, Polytechnique, l'idée qu'on s'en fait, on fait souvent des fausses idées sur les écoles d'ingénieurs. Mais c'est la bombe, mettre un philosophe et un philosophe collectiviste, on va dire, pour gérer l'affaire, parmi les polytechniciens. Donc, moi, je l'admire beaucoup. Là, je vais peut-être faire un petit club, vous savez, super select, parce que lundi prochain, je casse la croûte avec Binet. Ah oui, Binet. Laurent Yes. Et puis, Éric Vuillard. Ah, génial. Yes, vous n'y serez pas, vous n'êtes pas. C'est gentil, merci beaucoup. Alors peut-être qu'un jour, après, je vais inviter Fossel, on va faire un club. Un petit club. Alors, qu'est-ce qu'on m'a demandé? Oui, alors sur la grève des enseignants et la suite. Donc la grève, elle a super marché, je trouve. Les gens étaient bien déterminés. Alors, quand j'arrive là-dedans, les journalistes, ils me tombent dessus, il arrive des caméras de tous les côtés. C'était incroyable le monde. Quel était le sujet? D'abord, moi, j'aime pas qu'ils m'environnent comme ça, parce que ça énerve tout le monde. Les manifestants ils disent on n'est pas venu pour lui, ce qui est vrai. Hein, oui, puis toi, ça te bloque un peu aussi. Ça me bloque, je vois plus personne ne peut m'approcher. Les copains du service d'ordre se déploient, alors ça fait encore une orangée, bref. Et alors la question c'était, alors l'union de la gauche, vous pouvez pas vous retrouver tous ensemble, toute la gauche, etc. Alors, au bout d'un moment, au début je le prends à la blague pour pas les envoyer péter tout comme de ça. suite. Non mais c'est vrai, moi j'en ai marre, je suis pas venu pour ça. Quoi. Non mais c'était incroyable, vraiment. Moi j'étais là quand il y avait la manif et ils essayaient toujours de ramener le truc, y compris genre... Il faut l'opposition à Blanquer pour rassembler la gauche. Et à chaque fois, ça. Oui, c'est vrai. Il y avait une nouvelle question, genre, peut-être qu'en arrivant par un autre côté. Ça... Alors, t'es là. Puis moi, ça me fait de la peine parce que je les connais, les journalistes qui sont là. Ça me fait suer de voir. C'est la rédac qui demande, c'est souvent ça. La rédaction a dit voir, putain, de lui tirer 3 mots contre les autres, parce qu'ils sont là pour ça. C'est les chefferies qui... Alors pourquoi ils font ça? Pour que ça soit la pagaille. Alors après, comme ça, ils peuvent dire la gauche n'arrive pas à s'unir, même pour soutenir les enseignants, alors qu'ils sont tous d'accord. Gna 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 gna. T'as qu'à voir ce soir le titre du Monde, c'est le désarroi de la gauche. Cela dit, il y a aussi quelque chose qu'on a constaté dans la manif, je trouve, parce que quand j'y suis allé, moi je suis arrivé un peu avant toi, il y avait Hidalgo qui était à la manif. Et Hidalgo s'est fait littéralement jeter. Il y a des gens qui lui disaient dégagez, c'est vous qui nous avez mis dans cette situation-là. Et souvent, toi, tu répètes, y compris sur cette question de l'union de la gauche, faire l'union, etc., que il y a certaines personnes et certains programmes avec lesquels, si tu fais l'union, ça va faire fuir tout le monde. Là, on l'a constaté de visu, quoi, je veux dire. Bien vu. Démonstration, Parce qu'elle n'est pas coupable, cette femme. Elle ne s'est jamais occupée d'éducation, c'est pas son sujet. Mais je n'en veux pas. Hein. On ne peut pas être sujet de tout. Elle était au ministère du Travail au départ. Hein. Donc c'est plutôt la loi El Khomri sur laquelle il faut venir la chercher. Bon, elle est arrivée là, mais en plus, je veux dire, ils sont tellement arrogants, les socialistes. Alors elle arrive entourée avec ses zouaves. Poum, direct dans le carré de tête. Alors dans le carré de tête, ils ont dit mais qu'est-ce que vous faites là? Ici c'est les syndicalistes et les parents d'élèves. Donc elle a dû sortir. Et c'est en sortant, les gens l'ont vu, on dit ils sont mis à crier, tout ça, contre elle. Je ne sais pas si elle méritait de se faire engueuler comme ça, mais enfin déjà avec les amis qu'elle a, elle n'a pas besoin d'ennemis, alors si en plus elle va dans les manifs pour se faire jeter, c'est la totale. Alors, donc il me cherchait beaucoup sur l'union. Et moi, j'ai pas envie
tu vois bien, je ne vais pas à la manif de l'éducation pour aller me fâcher avec toute la gauche. Donc je me suis dit, il y a une bonne technique pour le faire. Donc j'ai commencé par dire, ça ne m'intéresse pas, je ne sais pas de quoi vous me parlez, comment vous réagissez, je ne réagis pas. Bon, puis au bout d'un moment, si tu fais ça, et que tu fais que ça, tu as droit à embarrasser M. Mélenchon, je sais que dire. Alors, je sais que c'est leur sujet parce que Le Monde est sorti, et Le Monde, c'est la colonne vertébrale de beaucoup de rédactions. Hein. Et dedans, ça dit, le désarroi est tel, tu vois, non, sortons tous notre mouchoir, parce que les électeurs de gauche reprochent d'avoir abandonné la lutte contre l'inégalité. Alors, je suppose que nous, on n'existe pas. Ouais. Hein. Bon, d'accord, mais peu importe, c'est pas ça qui m'a fait marrer. C'est leur manière de suggérer un vote. Ils disent, certains pensent même à l'abstention ou au refus de vote. Ben voyons. Alors donc, vous avez compris, je suis assailli par TF1 qui me demande, qui déplore que l'union de la gauche ne se fasse pas, le gars du Figaro qui me dit « Ah, vous n'êtes pas capable de vous entendre », je lui dis « Mais c'est trop formidable maintenant. Hein, le Figaro s'occupe de l'union de la gauche, il a envie. » Et puis, bon, ils sont tous là pour ça, c'est-à-dire qu'ils viennent, fichent la pagaille, essayer d'avoir des mots méchants des uns contre les autres. Donc je me dis, quand même, moi je ne sors pas de l'œuf, hein, maintenant j'ai payé cher pour avoir compris comment marche la presse. Donc je me suis dit, bah, très bien, je vais leur jeter une autre petite bombinette pour les occuper. Et alors, on me dit, quelqu'un, tu sais, il te dit, est-ce que vous nous dites clairement et fermement aujourd'hui que M. Blanquer doit démissionner? Bon, le gars, il veut me faire dire ça, pour après, ça fait le titre, tu vois. Mélenchon demande la démission. Alors, tout le monde demande la démission. Alors, je me suis dit, ben, je sais pas autrement. J'ai dit, quoi? On me dit, M. Blanquer, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai dit, ah là là, formidable. Il a saccagé l'école, mais il a réussi à mettre tout le monde d'accord contre lui. C'est un crétin utile. Bon. Alors, crétin utile, ça marche, hein, par la force des choses. Et donc, les voilà partis à Mélenchon, mais en cause gravement M. Blanquer. Forcément, moi, je vais à la manif de l'éducation, j'ai intérêt à repartir avec un sujet de presse qui dit que j'ai mis en cause le ministre de l'Éducation. Pas que je me suis pouillé avec Hidalgo, je ne sais pas qui, qui ne m'intéresse pas du tout, c'est pas mon sujet. Donc, je me donne le point dans l'art de toréer correctement, de manier l'assaut journalistique. Je ne sais pas s'ils se sont rendus compte tout de suite, mais en tout cas, moi, j'étais bien content après. Là-dessus, j'avais à peine fini. Me voilà parti, j'avais un rendez-vous avec le président du Sénat, Gérard Larcher. Alors, bon, comme ça correspondait pas pile poil les horaires, j'ai attendu un peu. Avant, j'ai bu un chocolat chaud, et c'est tout ce que j'ai pris depuis ce midi. Oui. Parce que tout à l'heure, il faut que j'y aille, moi, manger. Il ne faut pas qu'on finisse trop tard, parce que sinon, tu n'auras pas le temps de manger. C'est ça, on prévient les gens que ça va durer une heure maxi. Alors, donc, Gérard Larcher, président du Sénat. Alors, c'est Larcher, quoi. C'est vraiment un président du Sénat, mais il se trouve que j'ai une longue histoire avec lui. Et il m'a montré, là, dans son bureau, une photo où il y a le président Poher. Vous ne savez pas, c'était juste après la bataille d'Alésia. Le président du Sénat s'appelait M. Poher. Hein. Et donc, M. Poher, moi, quand je suis arrivé, j'avais 35 ans, pile poil. Et donc, j'étais le plus jeune du Sénat. Ils n'avaient jamais vu un type de stage là-dedans. Et il se trouve que Larcher aussi. Il était un peu plus vieux. Et alors, lui, le voilà Benjamin pour la droite, et moi, Benjamin de gauche. Ah oui, d'accord. Et on a une photo où tu as Poher au milieu, lui d'un côté, alors tout mignon, avec les cheveux noirs un peu frisouilles, et moi de l'autre, avec une tête pas possible, ma petite barbichette noire et l'air féroce, hein, que j'avais dans l'antre de la réaction où je venais d'être élu. Alors on a bien rigolé tous les deux en regardant la photo. C'est surtout lui qui a vieilli, mais bon, il paraît que ça me va mieux maintenant qu'à l'époque. Et donc on a un peu blagué, pardon, je suis obligé de vous le dire. Et puis après, on a discuté sérieusement de la question des parrainages. Et là, il m'a répondu comme le deuxième personnage de l'État qu'il est. Et il m'a dit, je te dis, oui, c'est un problème, ça ne peut plus continuer comme ça. Et il m'a dit, mais le calendrier est tel aujourd'hui que le gouvernement a fait ce qu'il fallait. Et maintenant, on n'y peut plus rien. Donc, on ne peut pas changer les règles du parrainage. Mais je m'engage à répéter que parrainer, ça n'est pas soutenir. Et donc, je demande aux élus Alors, Gérard Larcher, c'est un homme qui a écouté... par les élus, notamment les élus apolitiques, comme on dit, hein. C'est-à-dire ceux qui sont ni de gauche, donc ils sont apolitiques, et donc mais ils écoutent quand même, parce que, bon... et puis, si tu veux, ça facilite les choses. Si le président du Sénat lui-même dit c'est un devoir, vous devez parrainer, bon, t'as plein de gars et de filles, ils ont eu du mal à faire leur liste, localement, bon, alors ils n'ont pas envie de se mettre des histoires sur le dos, mais c'est des gens consciencieux.
Alors, ils veulent ni pagaille, ni non plus pas faire leur devoir. C'est des gens comme ça, d'ailleurs. Et accepter d'être maire, en général, c'est une corvée. Il ne faudrait pas que vous croyiez que c'est un privilège. Dans les grandes villes, oui, mais pas dans les petites communes. C'est là que ça se passe. Ouais. Alors, donc, je sais qu'il va être écouté. Alors, je me dis, ça va bien décoincer 10 ou 20 signatures, ce serait bien. Hein. Voilà. Alors, nous, on a fini ça. Après, on est rentré en courant, mais je suis rentré à pied. C'est le seul moment où j'ai pu me balader dans la rue depuis au moins 3 mois dans Paris. Hein. Et j'ai fait la route avec Bompard, qui est le directeur de la campagne et qui est député européen, qui était avec moi pour rencontrer Larcher. Bon, alors évidemment, monsieur avait mis un t-shirt, pas de cravate. Enfin, c'était propre, c'était déjà ça. Mais bon, non, mais franchement, alors je lui dis, écoute, tu peux pas mettre une cravate quand tu viens au Sénat? Non, il ne peut pas mettre une cravate, ça n'allait même pas effleurer l'esprit. Bon, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon. Mais Bompard, c'est lui le grand chef d'orchestre. Il faut vous rendre compte que cette campagne, elle change des autres parce qu'il y a 23 députés à mettre en mouvement, une quarantaine ou une cinquantaine de conseillers régionaux. Il fait vraiment, c'est ce qu'on appelle un chef d'orchestre. Il passe de la question du programme et Clémence qui rapplique avec ses machins et ses trucs, l'autre qui vient avec ses meetings, enfin bref. Personnage central de beaucoup de sang-froid, et donc on a fait le point tous les deux, parce qu'on ne peut pas le faire ce soir, en marchant dans la rue. Et moi j'adore. En cours de route, on a rencontré des manifestants, on a donc discuté. Et coup de peau, c'était des profs de l'enseignement professionnel. Ah oui. Alors là, bon, c'est mon domaine. Donc je me suis bien marré avec eux. J'ai oublié la séquence où j'ai passé un quart d'heure avec 2 jeunes dans le jardin du Sénat à discuter. J'ai adoré, ils ont 15 ans tous les deux. Ils voulaient une photo avec moi. Toute leur vie, moi je me... Tu crois, toi? Ah bah... Je sais pas, ils voulaient juste une photo et tu leur as fait l'histoire de... Ben on a discuté. Attends, ils étaient vachement... Non, je sais que ça doit être des bourgeois, ceux-là, parce que ils m'ont dit, oui, on a fait l'histoire du quartier. Ils étaient au courant que, des trucs sur l'histoire de la ville de Paris. Alors, ça m'a bien impressionné. Tous les deux. On a même eu une petite discussion sur la cancel culture. Parce que je leur ai parlé de la statue de Saint-Louis, comme ils disent, dans l'hémicycle. Je dis, on est une république laïque, il n'y a pas de saint, il fallait marquer dessus Louis IX. Puis je dis, celui-là, c'est pas le mec à mettre là. C'est lui qui a inventé un insigne que les Juifs sont obligés de porter à l'époque. Il les a d'ailleurs foutus dehors de France. Enfin, on pourra en mettre un autre en statue. Et le jeune, je pense que, pour ça, il doit venir d'une école privée, parce qu'il m'a dit, oui, mais pourquoi remplacer? On ne pourrait pas mettre les deux? Je dis, non, parce que la République, elle doit montrer l'exemple, on en met un autre, s'ils veulent mettre à tout prix en réactionnaire, c'est leur affaire, mais il faut en mettre un autre, au moins qui respectait la personne humaine. Et le jeune garçon, comme c'était un raisonnement et pas un engueulot, il m'a dit, ah oui, c'est vrai, il était ouvert, quoi. Alors, comme j'ai vu que c'était des garçons ouverts et qu'on pouvait parler et pas s'engueuler, j'ai adoré. Ils m'ont dit des tas de trucs qui m'ont passionné. Donc je suis revenu ici, toc, on arrive au débat ici, c'était quoi? On en était, je suis arrivé sur glyphosate, moi. Alors moi, j'ai rien demandé à personne, je ne suis pas intervenant, je ne suis pas inscrit. De Normandie s'en prend à moi. Avant, il y avait Dupond-Moretti aussi, qui, à chaque fois qu'ils me voient, ça les énerve. Sur révocation des élus et de Normandie, c'était il a raconté des bêtises, et l'autre sur le glyphosate, pareil, parce qu'il a réellement dit que c'était bon pour l'environnement, alors il dit que le simplisme et tout ça, ça leur va bien. Hein. Pour rien faire, ils ont toujours des raisonnements tortueux, et ça leur plaît. Voilà, je vous ai raconté ma journée. On peut journée quel genre de questions? Mais la question écoute, que tu veux. T'as déjà répondu, t'as répondu à plein de questions en cours de route, hein, parce qu'il y avait plein de gens qui demandaient. J'ai un intervenant qui peut être intéressant. Oui, alors attends, c'est sur les cocos. Non, je veux pas contourner ça. Le président du groupe communiste sur les glyphosates, il dit que c'est très compliqué, l'agriculture et tout ça. Ça va, merci, on a compris. Mais à un moment donné, il faut bien décider. Il faut quand même savoir que maintenant, on trouve du glyphosate dans 90% des urines des Français, d'accord? Donc, ça veut dire qu'on en est au même point que le chlordécone. Et puis, les petits choux qui m'écoutaient, là, j'aime mieux vous dire une chose. Le glyphosate, c'est déjà pas bon pour la santé, mais alors, le glyphosate décomposé dans le sol, c'est encore pire. Bon. Alors, lui, André Chassaigne, c'est un gars qui est très branché agriculture. Il a fait des propositions extrêmement intéressante, il a même fait adopter des choses sur la retraite des paysans, c'est vraiment quelqu'un qui est respecté. Mais alors, je ne sais pas quelle consigne il a dû recevoir, on ne vote pas avec les Insoumis, un truc comme ça. Alors il dit, mais comme vous n'avez pas prévu qu'il puisse y avoir des exceptions à certains endroits, alors on va s'abstenir.
Alors bon, Larive, il lui a répondu, lui dit, bah, si tu veux qu'il y ait une exception, tu n'as qu'à mettre un amendement. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je veux que vous sachiez pourquoi. Nous, on ne cherche pas le conflit avec les communistes, jamais. Et quoi que dise Fabien Roussel, de toute façon, on ne cherchera pas le conflit, parce que ça a été nos alliés, nos camarades pendant 2 élections présidentielles. Et bon, voilà, c'est indécent quoi, de se pouiller à la 3e comme ça. Donc, bon, et puis tous les communistes ne sont pas du même avis sur le sujet, ne sont pas aussi agressifs. Mais je voulais le dire quand même, parce que j'ai vu défiler dans les questions, qu'est-ce qui se passe avec les cocos et tout, ben voilà, ça y est, j'ai répondu. Je te propose qu'on prenne un intervenant. Il est maire adjoint de Villetaneuse, donc je ne sais pas de quel bord, je n'ai pas vérifié. De quoi? De Villetaneuse. Ouais. Ajouté comme intervenant. Alors, allez-y pour votre question. Il y en a un qui fait un mémoire sur la 6e République. Quand vous l'aurez écrit, envoyez, ça nous intéresse de voir comment c'est pensé et comment vous réagissez. Alors, est-ce que ça marche? Ça fait 2 minutes. Alors, il y a un problème avec le son. Alors non, Non, je sais pas. Merci, c'est bon. Non, ça y est, normalement. bon, j'ai réparé. Le son est revenu. Non, pas non, ça marche. Ça marchait plus et maintenant ça remarche. Ok, d'accord. Ouais, mais attends, ne me fais pas passer pour un gars qui non, sait pas où il est. C'est que j'attendais la question de monsieur le maire de Twitter, mais qui n'intervient pas a priori. De quoi? Le maire de Twitter. D'accord. N'est-ce pas? Ok. Bon, on l'a pas? Le son est revenu. Alors là, lui, Julien Bicherour, tu remarques plus de son, il faudrait savoir. On a eu 2 minutes sans son et maintenant il y a le son, tout va bien. Ok. Bon, d'accord. Je vais essayer. Alors, il y a l'adjoint au maire de Courbevoie maintenant aussi. Allons-y, j'essaye. Il y a beaucoup de demandes de parole. Attends, là, c'est un truc qui m'intéresse. Vas-y. Non, mais attends, puisque l'autre, je ne sais pas s'il est là, mais quelqu'un me dit comment vous comptez faire pour rassembler plus large que la gauche, parce que la gauche, il ne reste plus grand-chose. Alors, pardon, cette question, elle m'intéresse, parce que vous êtes pile poil à l'endroit au cœur de notre stratégie politique. Nous, on pense que l'identification à la gauche, ça passait par des partis et des organisations qui étaient souvent liés à des syndicats et à des traditions, etc. Tout ça a volé en éclats. Et aujourd'hui, par contre, ce que je peux dire, je ne suis pas d'accord pour qu'on dise que le pays n'est pas de gauche ou qu'il est passé à droite. Ce n'est pas vrai. Le pays, sur certains sujets, il a été tellement martelé avec les questions du racisme et de la haine des musulmans qu'il y a quand même quelques bêtises qui sont inscrites dans les cerveaux. Mais dès qu'on parle de choses concrètes, de la vie quotidienne, les gens y réagissent ultra favorablement au contenu de notre programme. C'est du 90%. Là, sur les lois, les propositions de loi qu'on a fait, les scores, ils sont énormes. Ouais. La tienne, c'était 85%. Tu t'imagines En endométriose, c'était 91% des gens qui étaient... Bon, voilà. C'est des scores incroyables. Donc, c'est la raison pour laquelle toute notre campagne est concentrée sur la question du programme et parce qu'on pense que c'est sur les mesures concrètes que les gens sont capables de se rassembler. Donc celui qui m'a posé la question, il a raison, il touche juste. Si je partais de l'étiquette gauche, je suis cuit et j'ai aucune chance d'y arriver. Tandis que moi tout le monde sait que je suis un homme de gauche et que je suis entouré de beaucoup de gens de gauche, mais je ne peux pas dire aux gens, si vous ne pouvez voter pour mon programme que si vous êtes de gauche, c'est absurde. D'autant que des gens de tous bords sont d'accord sur l'essentiel des idées, y compris sur la 6e République, où là c'est pas 80%, c'est entre 50 et 60, mais vous voyez que sur la plupart des thèmes, il y a un accord de masse. Et donc c'est pour ça qu'on construit tout autour de cette idée. Puis je vais vous dire, on gagne des batailles idéologiques. Par exemple, Madame Hidalgo, ce matin, elle a présenté ses propositions. Dedans, il y a le droit de vote à 16 ans. On peut pas... ok, c'est pas très original, d'accord. Mais quand elle prend en charge le mot planification écologique, nous, on applaudit, quoi, parce que ça veut dire que cette idée est devenue majoritaire. Mais il y a 14 ans, quand pour la première fois, j'ai mis ça dans un texte, il faut voir ce qu'ils ont sorti sur moi, que je voulais restaurer le Gosplan, que ceci, que cela. Ensuite, Martine Billard avait déposé une loi en 2009, donc on a la trace de leur réaction ici. J'étais contre, que ça a été absurde, que ça ne marchait pas. Alors du coup, maintenant, c'est moi qui leur dis, doucement, parce qu'on vous connaît, vous êtes pour piquer les idées, vous êtes toujours là, mais pour savoir comment ça marche, vous n'êtes jamais là, parce qu'il faut lire un texte de plus de 140 signes, donc c'est compliqué intellectuellement. Mais il ne fallait pas transformer la planification écologique en un machin où c'est vos technocrates qui décident depuis les bureaux à Paris, parce que la planification écologique, la leçon qu'on a tirée, c'est que ça marche que si le peuple s'implique. Donc ça passe beaucoup par les communes, dans les communes,
l'implication des gens, ça passe par les syndicats, les associations, tout ça, quoi. Ça ne peut pas être un plan qui descend depuis le bureau de Madame Hidalgo à l'Hôtel de Ville de Paris. Ça ne peut pas être comme ça. Donc c'est pour vous dire, vous voyez que ça fait avancer les choses. Et les gens qui m'écoutaient, surtout si vous êtes les plus jeunes, il faut bien comprendre une chose. Bien sûr qu'on espère qu'on va gagner, on se bat pour ça. Mais le plus important, c'est de faire avancer des idées, d'élever le niveau de conscience dans un peuple, de faire que des idées deviennent tellement populaires que, comme l'a dit Victor Hugo, il n'y a rien de plus fort qu'une idée dont l'heure est arrivée. Et puis Karl Marx disait, quand les idées deviennent des forces matérielles, elles sont irrépressibles. Voilà ce qu'on essaye de faire. Il y a une personne qui demande, il y a Juju Mouze, parce que là tu parlais du programme pour la campagne, Juju Mouze qui dit « J'ai vu que vous organisiez des réunions publiques. En quoi ça consiste? Je n'ai pas osé aller à celle de Lyon la semaine dernière. » Bon, alors, réunion publique, franchement, nous, on ne sait pas bien la différence avec meeting. Oui. Parce que, bon, mais enfin, réunion publique, voilà, vous avez des orateurs de la maison. Il y a souvent, quand c'est réunion publique, il y a un échange, tandis que dans un meeting, on ne donne pas la parole à la salle parce que ça serait ingérable. Souvent, on est très, très nombreux. Voilà. Et puis, il y a des formules comme ça. Puis après, il y a encore d'autres formes de réunions qui s'appellent ateliers des lois, où les gens sont appelés à discuter de la formation de la loi, comment on fait. Alors, je veux dire, c'est des sujets concrets. Ils font la loi, ils la préparent. Le gars qui anime ça le mieux aujourd'hui, c'est Gabriel Amar. Bon, et puis il en fait à intervalles réguliers. Donc, une réunion publique, bah voilà, quoi. Vous y allez. Alors, ce qu'on vous demande, c'est quand même, s'il vous plaît, vous ne levez pas au milieu en partant, en renversant des chaises, parce que c'est complètement déprimant pour l'orateur et les autres. Mais ça ne se produit pas. Et là, en ce moment, la bonne nouvelle, la bonne surprise, bon, qu'est-ce qu'il y a, Nonabella? Ni image, ni son. Bah, forcément, ton truc ne marche pas. Alors, Si, c'est bon. l'autre image, je ne vois même pas le direct. Faut faire F5, il faut recharger la page. Il y a eu une toute petite coupure, mais en rechargeant la page, il y a Bon, pas de vous problème. rechargez la page. Ouais, alors attends, j'ai pas fini. pardon. Je me rappelle plus ce que j'étais en train de dire. Oui, Tu la disais les bonne réunions nouvelle, c'est publiques. qu'il y a du monde partout, Ouais. et beaucoup. Alors, bon, on est plutôt content. Voilà. Alors là, c'est dimanche qu'il y a notre meeting à Nantes. Ça va être un grand événement, meeting immersif et olfactif. Vous savez, comme c'est janvier, on recommence tout à zéro, donc il y a ça. Deuxième date que vous marquez tous dans vos calepins, si vous êtes des amis qui voulaient participer à la campagne, c'est le 20 mars, tous dans la rue à Paris. Et la troisième date, c'est le 6 avril. Le 5, je crois. 5. 6 avril 5, je crois. 5 ou 6? Parce qu'on a eu la discussion il n'y a pas très longtemps pour la revue de la semaine et je me souviens que j'ai reçu C'est le 5 5. à la fin. Il n'arrête pas de me contredire. C'est le 5, en effet. Mais le 5, on va faire à nouveau l'hologramme, hein, dans 6 ou 7 villes. Ouais. Voilà, c'est les 3 grandes dates, parce que ça va vite, hein, on n'est plus qu'à 90 jours Ouais, quelque chose ça, comme ça. de l'élection. 3 mois. Alors, le temps que les autres, là, ils aient terminé, leur primaire de la primaire Mais des moins, primaires, plus la discussion, enfin bon, bref. On pas doit être à sérieux, moins tout parce ça. qu'on est le 13. Non, c'est le 80, 90 à Ben, peu c'est le près. 10. Yes. Février, il y a 2 mais- jours en moins. Février, il y a 2 Mars, il y a des moins, jours hein. en plus. Ok, ça c'est peut-être à 90 Janvier. piles, je sais pas. Bon. Moi, j'ai plein de questions. Ouais, hein, si moi tu j'ai veux, des, hein. moi j'ai des demandes et notamment. Et vous pouvez faire sortir des faits compromettants sur vos adversaires au lieu d'être trolli. Jamais de la vie. Je ferai pas. Quel fait compromettant? Moi, je fais de la politique. Je suis pas policier. Je suis pas journaliste. Je passe pas ma vie à aller faire je sais pas quoi contre les autres. Non, non. Moi, je cherche ni à vous séduire ni à vous dégoûter des autres, hein. Je cherche à vous convaincre. Alors, si vous voulez, vous votez avec moi parce que vous êtes pour. Mais vous votez pas pour moi parce que simplement l'autre a une cravate trop moche ou je sais pas quoi. Non, 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 non. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la question que vous voulez me poser? Je vais essayer de. Je voudrais donner la parole au maire adjoint de Courbevoie qui s'appelle Araj Derambash. Et alors, l'autre là qui me demande qu'est-ce qu'on J'aimerais s'est bien dit avec l'archer, j'ai répondu tout à l'heure, Oui, donc oui, vous allez, quick, vous appuyez, vous revenez en arrière et c'est bon. Si vous souhaitez poser votre question, c'est bon normalement. Monsieur Mélenchon. Aux amis, on n'est pas du même bord politique, mais je voulais vous souhaiter une bonne année. J'espère que vous aurez vos 500 signatures pour un bon débat républicain. Voilà, bon courage à vous et toutes mes amitiés et mes salutations républicaines. Ça porte la poisse. Ouais. Tu allez-y. Redites là parce que je parlais en même Vous temps, m'entendez? c'est de ma faute. Oui. Vous m'entendez, c'est bon? Oui, c'est bon. Non, je voulais juste Reprenez, s'il vous plaît. vous souhaiter une bonne année pour vous et tous vos militants et vos collègues. On n'est pas du même bord politique, mais dans le débat républicain, j'espère vraiment que vous aurez vos 500 signatures et je vous le souhaite et qu'on puisse débattre du fond et c'est important. Voilà, bon courage à vous tous. Ah, sympa. Merci. Merci Et beaucoup. attends, c'est vachement important ça.
Moi, je veux le dire. Mais c'est important que vous soyez là, c'est très important. Merci, monsieur le maire, de me le dire. Moi, je crois que c'est très important, des paroles comme ça. C'est courageux de sa part. Nous, on n'a pas intérêt à une ambiance de guerre civile et de violence. Donc, il faut saluer des gens comme ça, qui tendent la main, qui disent quelque chose d'agréable, alors qu'il ne va pas voter pour moi, il est contre tout ce qu'on raconte, comme nous, on est contre ce qu'ils racontent eux, au plan national, au plan local. Moi, je ne sais pas comment ça se passe. Mais c'est très important. Écoutez-moi, ce n'est pas être trop lisse. Il faut voir stratégiquement quel est notre intérêt. Hein, notre intérêt, c'est pas à la violence, c'est pas à ce que le ton monte. Notre intérêt, c'est qu'on puisse arriver à rassembler et qu'on ne donne pas la prise aux violents. Parce que d'une violence, on passe à l'autre. Hein. Alors, une violence peut aboutir au résultat que des Zemmour et autres Le Pen chauffent d'une certaine manière, parce que eux, ils vous proposent un programme qui est irréalisable, sinon par des violences. Vous avez vu Zemmour, par exemple, au début, il disait on va faire la rémigration. Ça voulait dire qu'il voulait foutre dehors tous les gens dont les prénoms ne lui conviennent pas. Bah, bonjour tout le monde, là-dedans il y a beaucoup de Français, 6 millions, hein, quand même. Et puis, tout ça est absurde, ça débouche sur une violence abominable. Il faudrait parquer les gens. Enfin, bref, je ne vais pas raconter comment ça se passe quand on expulse des gens, voilà. Puis est-ce que ça, même sur un point de vue purement économique, vu qu'il parle que de ça, combien ça coûterait de mettre tout le monde... Tu vois, il y a plusieurs remarques, là, je les vois passer devant moi, de gens qui réagissent comme moi, qui disent tout ça, c'est bon. C'est bien, ouais. Alors, il y a un autre maire, c'est un compte parodique sur Twitter, mais je pense que ça peut être sympa, il fait des tweets assez marrants. Si vous voulez poser votre question, monsieur Hector Graton, il faut activer votre micro et ensuite poser la question. Bonsoir monsieur Mélenchon, bonsoir aux équipes. Écoutez, tout le monde s'attend à ce que je fasse une grosse blague, mais je vais être assez premier degré. Premièrement, je voudrais saluer les équipes qui sont derrière vous, qui font un travail assez formidable, et pour moi, il n'y a pas de couture. Donc Antoine gère les choses correctement, a priori. Et deuxième chose, je voudrais dire que vous êtes important et vous remercier de porter le drapeau, parce que vous le portez. Voilà. C'est mon salut républicain. Je serai moi-même candidat à l'élection présidentielle, bien sûr, mais moi, c'est pour de faux, donc ça va. Je vous salue, monsieur Mélenchon. Merci. Merci, vous avez 1000 fois raison de mettre de l'humour dans... Vous savez, parce qu'on est à la rigolade, j'en profite parce que ça ne pourra pas jamais me quitter de faire le prof. Quand l'humanisme est né, hein, quand le courant humaniste est né, disant l'être humain est auteur de son histoire, évidemment il se heurtait à une résistance notamment religieuse, la religion catholique à l'époque était comme ça. Alors non, pas du tout, c'est pas la question, l'être humain n'est pas l'auteur de son histoire, il est une créature de Dieu et il doit accomplir son salut en réalisant, etc., etc. Bon, vous avez compris, je ne suis pas en train de me moquer, hein, je dis comment ça se passait à l'époque. Et il y avait l'idée que ce monde était une vallée de larmes dans laquelle, bon, il s'agissait des fois même dans la souffrance, de gagner son paradis. Et au milieu de tout ça, le courant humaniste dit bah, les êtres humains, non, pas du tout, c'est des animaux. Alors l'Église était scandalisée, quoi, des animaux? Mais non, pas du tout. C'est écrit qu'il est à l'image de Dieu. Enfin bref, ça chauffait, quoi. Enfin, ça chauffait au sens littéral parce qu'il les envoyait sur le bûcher. Et dans cette ambiance, donc 16e siècle, vous avez les bouquins de Rabelais. Rabelais est un génie. Rabelais est un géant de la pensée en France, parce qu'il formule une idée de l'éducation qui est inouïe à l'époque et qui mettra d'ailleurs 3 ou 4 siècles, 3 siècles, 2 siècles, 16e siècle bon bref, à la Révolution de 1789. Bref, 2 siècles, 3 siècles à s'accomplir. Et surtout, dans tout ce qu'il dit, il dit plein de choses, il met une énorme quantité de blagues. Oui. Mais des blagues pas possibles, hein. Je ne les raconte pas parce que certaines sont un peu... Je me demande si ça serait même pas censuré sur Twitch. Peut-être que ça serait censuré sur Twitch possible. Si j'entrais dans les détails. Parce qu'il y a 40 pages sur du meilleur torche-cul, j'aime mieux vous dire que vous pouvez courir derrière pour trouver un truc aussi hilarant que ce qu'il raconte là-dedans. Et bon, mais il le fait, et puis il y a un projet politique et philosophique hein, dans Rabelais. Mais il y a d'énormes blagues tout le long, et c'est lui qui dit que le rire est le propre de l'homme. Et si vous voulez rire et ne pas accepter la thèse de la vallée de larmes, se moquer, prendre les choses à contre-pied, bah, c'est le début de l'idée philosophique de l'insoumission. Hein.
en toutes circonstances, je suis capable de rire. Alors, je voulais quand même vous le dire, parce que souvent, on moque les clowns, on a tort. Clown, c'est un bon métier. Alors après, non, ce qui va plus, c'est quand tout est pris à la blague. Hein. Est-ce qu'on peut rire de tout, disait l'autre, hein? Oui, mais pas avec n'importe qui. Voilà, c'est quoi la question suivante? Eh bien, écoute, j'ai mademoiselle Maya qui veut poser une question. Donc, mademoiselle Maya, allez-y en activant bien votre micro. C'est en bas à gauche. Tout était préparé et que je ne pensais pas que j'allais passer. Mon Dieu, Monsieur Mélenchon, je suis tellement heureuse de vous voir là avec nous. J'ai envoyé un mail, un DM à Antoine. Ça vous a coupé la voix du coup. Alors, les gens qui ne votent pas avec nous, ils laissent parler. Ceux qui ont l'air sympas avec nous, on leur coupe la chic. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je sais pas, ça c'est... Il y a peut-être un peu... Après, le réseau de l'Assemblée, je sais pas. Non, mais vraiment, je n'ai rien préparé. C'est dingue. Donc, nous sommes tous avec vous, Monsieur Mélenchon. Je suis militante de la France Insoumise, donc tout se passe très bien. Tout le monde est avec vous, donc on espère notre premier président de la 6e République en avril. Vous portez beaucoup d'espoir. Vous portez beaucoup d'espoir pour beaucoup de gens et voilà. Votre programme est magnifique. Je sais que vous ne l'avez pas fait tout seul, mais avec des citoyens. C'est génial et voilà. On attend avril pour faire la fête. Vous avez raison. Merci beaucoup. C'est sympa comme petit message. Ça donne du courage dans le combat parce que c'est pas simple. Alors là, il y a quelqu'un qui a dit, là j'ai vu, ça m'a plu. Il dit si il n'y a pas d'éloge flatteur sans capacité de critique, mais surtout il dit rire de soi est un signe de bonne santé. En effet, l'autodérision est une capacité qu'on se donne de se mettre soi-même à distance de soi pour en rire. Mais ce qui est important, c'est que du coup, on se met à distance de soi et ce décrochage-là, en créant de la distance, permet de réfléchir en réalité à ce qu'on fait. Et donc, se moquer de soi, modérément, parce qu'il ne s'agit pas non plus à la fin de se mépriser. Hein. L'affection pour soi, c'est très important pour avoir la pêche. Mais c'est pas mal d'avoir dit ça. C'est vrai que les gens, c'est un truc que les gens ne savent pas beaucoup de toi, mais qui par ailleurs, qui apparaît pas mal dans le petit docu qu'on réalise sur la campagne, qui est à quel point on rigole beaucoup dans ce qu'on fait. Oui. Les gens ont une vision de la politique qui est toujours très froide, très lointaine, un truc très... Voilà. Et nous, en fait, dès qu'on coupe la caméra, enfin même là on rigole pas mal, mais dès qu'on coupe la caméra, souvent on aime bien déconner. Écoute, pendant qu'on était à la Martinique, toute l'équipe qu'on était, et il y avait plusieurs copains-copines qui s'étaient regroupés avec nous, qui ont aidé pour le déplacement ou qui étaient sur place. Et un soir, vraiment après une journée crevante, on se retrouve à table et puis c'était très bon. Hein. Les gens avaient ouvert le restaurant et pour nous c'était sympa parce que là-bas il y avait couvre-feu et tout le reste, sauf pour nous. Alors on a tiré le rideau, on a mangé, j'avoue. Hein, je dirais pas lequel restaurant. Et on a mangé une glace et il y avait comme un malaise. C'est qu'on m'a raconté. Tu y étais toi? Non, j'y étais pas, mais on m'a raconté l'histoire. Alors personne n'osait rien dire et on mangeait la glace. Et puis en fait c'est comme si on avait mangé du plâtre gelé, tu vois. Donc c'était... Et je sais pas pourquoi, au bout d'un moment, je commence à dire, elle est quand même un peu drôle. Et là, le fou rire est parti, tout le monde a sorti des blagues. On pleurait de rire, tu vois. Alors les copains qui nous connaissaient pas, ils étaient sérieux comme des papes, là, autour de la table, tu vois. Bon, c'était ils en revenaient pas, donc ils se sont mis à rire avec nous, évidemment, parce que le rire, c'est contagieux. Hein. C'est quand même l'émotion basique... Et on a gardé un souvenir magique entre militants de ce moment-là, parce que d'abord, on s'est tellement bien marré à cause de cette pauvre glace. Mais surtout, ça confirme ce que tu dis, Antoine, c'est-à-dire qu'ils disaient « Ah, mais quand même, vous vous marrez », je ne sais pas ce qu'ils se figuraient. Mais oui, mais je te jure, vraiment, les gens, quand ils parlent, ils ont l'impression que je sais pas, que c'est chiant, qu'on n'est plus vraiment des êtres humains. Et puis ils sont impressionnés aussi quand ils s'adressent à toi, les gens. Oui, tout à l'heure, on m'a raconté qu'il y avait 2 filles qui étaient, pendant que moi j'étais perché sur le banc, qui ont dit, alors elles étaient vraiment très émues parce qu'elles sont de notre bord. Alors bon, moi ça me met mal à l'aise, hein, mais
je sais que C'est pour ça que tu fais Ouais, des mais blagues c'est aussi normal. d'ailleurs. bah, ça Pour me mettre permet- les gens. Bah oui, tu vois, ça permet à un l'aise. peu de désacraliser tout ça. Et alors, on m'a raconté que ces deux jeunes femmes ont dit non, mais attends, là, il sourit vraiment des fois. Et il y a une copine qui était à côté qui dit mais il fait que ça tout le temps. Mais elles étaient persuadées, tu vois, avec la tête que j'ai, la réputation qu'ils m'ont fait, que je suis un type abominable. Je sais pas, toujours fâché, toujours en colère. Alors que c'est franchement, enfin, plutôt l'inverse, quoi. Je veux dire. Mais bah quel après- flatteur Non, cet alors, le Antoine. faillot. Non, arrête. après, non seulement je suis faillot, mais en plus je suis chouchou, et donc nous on fait des. Non, mais on parce fait que des c'est blagues. souvent. Parce que Antoine, des il a le blagues. rire facile. Ouais. Donc ça, quand vous faites rire Bon quelqu'un, public, vous quoi. rajoutez une blague derrière, toujours. Donc Antoine, il crée l'ambiance. Alors, est-ce qu'on reprend des questions? Là, il est 21h, sachant que tu dois Alors, moi, faut reprendre. que j'aille manger tu dois les petits, reprendre à 20h, 21h30. Donc, il faut voilà, que tu ailles manger. Bah écoutez, c'est une version un peu courte de Allô Mélenchon. Ah, il y a quelqu'un qui te dénonce, Nono dénonce Durgère, Antoine Fayot. C'est vrai? Mais quel Fayot? Moi, je suis super faillot, donc c'est pas grave. C'est un titre de gloire pour moi. Bon, donc. Attends, juste, parle-moi de là. Il y a quelqu'un qui parle des Attends. gens qui sont dehors. Il y a plein de questions qui Il y m'appellent. y a plein de d'accord. questions. Mais on me parle des gens qui souffrent. Et souvent, on me demande quelle sera votre première décision, nani, nana. Bon, ça me saoule parce que ça n'a pas de sens. Mais moi, ce que j'ai dit, c'est que je répète à chaque fois ça. La première chose qu'on fera, c'est nommer la personne qui va s'occuper de faire en sorte que la première année de mon mandat, le premier hiver de mon mandat, il n'y aura plus de gens dénués dans la rue, à geler, à mourir de froid, parce qu'il meurt tous les ans 2000 personnes de la rue, pas dans la rue, mais de la rue. Voilà, je vais vous le dire, et je vous rappelle, pour que vous le sachiez, que vous l'emmenez dans votre musette pour le restant de vos jours. On peut faire plein d'erreurs en politique, mais on est sûr de ne jamais faire une faute quand on part de l'intérêt des pauvres. Eh ben, écoute, ça va être le mot de la fin et il est beau. Donc, tant mieux. Merci d'avoir suivi cette Merci tout le émission. monde. La soirée va continuer sur d'autres réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux notamment. Mais pourquoi il me dit l'Insoumission. ça, celui-là? Adoucissez votre jacobinisme, allez-vous défendre les langues régionales? Mais bon sang, je fais que ça. Arrêtez de croire les ragots qui courent sur mon compte, quoi. Je ne fais que ça, je suis pour le plurilinguisme. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Maintenant, je ne sais pas parler breton, je ne peux pas vous faire une démonstration. Ou corse, parce que ça existe. Puis la langue occitane, et tout ça. Ah là là, mais ça m'énerve de voir répéter. Ça fait 10 ans que je passe mon temps à démonter ce bobard. Je sais pas qui a inventé ça, il me colle le truc sur la pancarte. C'était les. Moi, j'en m'en souviens parce que ça fait 10 ans que je travaille avec toi et c'était les Verts au Parlement européen qui avaient lancé cette. Ah bah ouais, bah il y a que pour trouver des idées C'était pareilles. José Bové, si mes souvenirs sont Bon bons. appétit à quelqu'un de sympa. Ben oui, Agonos. tu vois. Ok, j'y vais. Bon, abonnez, Merci tout le monde. suivez la chaîne. N'oubliez pas de le faire pour recevoir la prochaine fois. Et merci tout le monde d'avoir suivi. La C'est soirée super, continue. moi je connais rien à ce truc, je sais pas qui est là. Mais apparemment, je vois plein de choses qui sont drôles. Là, il y en a un qui me fait des beaux sourires. Non, mais il y a plein. Ouais. Super. Écoutez, Allez, zou à table, bonne dit soirée. Christine qui n'en peut plus. On arrête, on coupe tout. Et sur l'insoumission, la niche. Sur l'insoumission. Ah, le mes bobo gauchiste à col roulé. T'es mignon, toi. C'est pour moi. Allez, je pense que c'est va pour voir moi. maman, va jouer. Je pense que c'est pour moi. Hein. Oui, Et je l'autre pense que c'est Pablo, pour te- ça. Le bobo gauchiste à col roulé ici. Ah, c'est toi Bah, je pense que c'est contre moi. Bah, parce ouais. que sur le programme, c'est moi qu'on voit. Ah, avec c'est le- Ouais, vrai. mais tu vois, moi je suis lignard. Il n'y a pas plus prolétarien que Antoine. Antoine, il est de Châteauroux. Si vous connaissez un coin qui est plus prolétaire que celui-là, C'est venez clair. le dire. Il n'y a même pas de trottoir à Châteauroux. Le taux de pauvreté est plus élevé qu'ailleurs. Tu vois, c'est vrai. Bon, tu as vraiment. Déclarez que vous préférez les chiens Tu au vas chat. finir J'aime par- bien les deux bêtes. Tu vas finir par pas pouvoir manger du. Oui, oui, j'y vais. Bon, Bon, allez, merci. tout le monde. Au revoir, à très On bientôt. arrête, à la prochaine. Pensez Abonnez-vous suivre à la ça, chaîne. ça me fait plaisir de voir qu'il y en a plein qui s'abonnent. Et Antoine arrive rayonnant en Après, me j'arrive. disant on a gagné des abonnés. Les 1 chiffres sont million à TikTok. Merci beaucoup, au revoir.